Cette petite sphère que vous apercevez dans le creux d'une main contient suffisamment d'énergie pour répondre à l'ensemble des besoins énergétiques d'un Européen pendant sa vie entière. Chauffage, électricité, transport sur 80 années. Ce métal s'appelle le thorium et il est à l'origine d'une véritable révolution dans le domaine de l'énergie nucléaire. Alors, qu'est-ce que le thorium? C'est un élément simple, un métal qui a été découvert en Norvège en 1829. Et c'est un métal qui est légèrement radioactif, puisque la moitié de sa masse se désintègre en 14 milliards d'années, soit à peu près l'âge de l'univers. Il est énergétiquement particulièrement dense, puisque 1 kg de thorium extrait de la mine est équivalent à 200 kg d'uranium, tel qu'utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée actuellement, et également équivalent à 3,5 millions de kilos de charbon. Il est 4 fois plus abondant que l'uranium. Et les gisements que l'on connaît aujourd'hui sont capables de nous faire tenir la planète en termes de production d'électricité pendant 10 000 ans. Alors, ce thorium, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve sur tous les continents. Il est bien réparti. Bien sûr, certains pays sont un peu favorisés par rapport à d'autres. On va surtout en trouver en Inde, Australie, en Norvège, et puis aux États-Unis. Mais en réalité, il est diffus sur l'ensemble de la croûte terrestre. J'ai presque envie de dire que chaque pays qui est marqué en blanc sur cette carte en contient. Alors, pour vous illustrer la chose, vous imaginez un terrain de football sur 10 mètres de profondeur. Eh bien, dans ce volume, vous allez trouver 1 tonne de thorium. Alors, l'histoire a commencé dans les années 60 avec Alvin Weinberg, qui est un scientifique au laboratoire national de Oak Ridge aux États-Unis. C'est également le père des centrales à eau pressurisée, donc que nous utilisons largement aujourd'hui. À cette époque, il avait un autre projet, c'était celui de construire un avion capable de voler sur la seule puissance de l'atome. Alors pour ce faire, il avait besoin d'un réacteur un petit peu différent, pas de ceux qui, comme aujourd'hui, ont besoin de barres de combustible que l'on doit mettre à l'intérieur, mais au contraire, un cœur liquide fait donc de sels fondus dans lesquels on dissout le combustible, un petit peu comme on dissout un morceau de sucre dans une tasse de thé. Alors, bien sûr, ce projet n'est pas arrivé à chef, on peut imaginer pourquoi. En revanche, il a utilisé toutes les connaissances accumulées pour développer, pour commencer un programme civil en fait, de réacteurs basés sur ce principe. Donc, en fait, il a ramené ce réacteur sur Terre et il a construit un prototype qui a fonctionné entre 1965 et 1969. Et la dernière année, ce prototype a fonctionné exclusivement avec du thorium, avec un combustible issu du thorium. Donc il a validé le concept. Et puis dans les années 70, eh bien, on a eu un autre réacteur qui a confirmé encore les vues d'Alvin Weinberg. Alors en fait, on ne parle pas de théorie, ça a été fait. Ça a été fait en tout cas 2 fois, sinon 3. Voilà, à ce stade, permettez-moi une petite incursion technique, ce ne sera pas long, rassurez-vous, mais c'est pour expliquer le fonctionnement du cœur du réacteur. Alors le thorium-232, il n'est pas fissile naturellement en lui-même, donc il doit se transformer d'abord en un élément fissile. Alors comment ça se passe? Le thorium-232 capte un neutron, devient thorium-233, qui, lui, en quelques minutes, se transforme en protactinium-233, qui, à son tour, en quelques jours, se transforme en uranium-233. Ça, c'est le noyau fissile. Donc, l'uranium-233 n'existe pas dans la nature. C'est un élément qui est fabriqué par l'homme. Lorsqu'il est frappé par un neutron, donc celui-ci fissionne, en donnant de l'énergie, 2 noyaux plus petits et quelques neutrons, dont un ira fertiliser le thorium-232 voisin. C'est pour ça qu'on appelle le thorium-232 fertile. Alors,
Pourquoi est-ce que, au fond, cette technologie a éveillé l'intérêt d'Alvin Weinberg, et puis pourquoi aujourd'hui cette technologie vit une véritable renaissance? Alors la première raison a trait aux déchets. Cette approche produit moins de déchets. On connaît tous la problématique des déchets. Elle est importante. Les déchets issus de centrales utilisant l'uranium produisent beaucoup de chaleur résiduelle et puis ont une durée de vie extrêmement longue. Une fois que c'est retraité, on doit stocker ce qui reste pour des durées qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années. Ça, c'est un gros problème. Or, si vous utilisez le thorium, eh bien, il y a un effet particulier qui se passe, c'est que la partie longue des déchets, la partie longue vie, n'est simplement pas fabriquée. Et ça nous donne un avantage considérable parce que le profil des déchets change complètement. À partir du moment où on les sort du réacteur, 83% du volume de ces déchets sont neutralisés en 10 ans. Le 17% restant, il lui faut encore 300 ans pour être neutralisé. C'est une durée certes conséquente, mais c'est quand même à peu près 1000 fois plus court. Et c'est un avantage évidemment considérable. L'autre point important qui intéresse maintenant les gouvernements, c'est la production de façon plus sécurisée. C'est les notions de sécurité. On a tous en tête les images dramatiques de Tchernobyl et Fukushima, et on peut légitimement se demander si cette approche, elle répondra en fait aux attentes sécuritaires pour que ceci ne puisse pas se reproduire. Eh bien, premier élément de réponse, les centrales actuelles à eau pressurisée fonctionnent à 160 fois la pression atmosphérique. Les centrales au thorium fonctionnent à la pression atmosphérique. En cas de rupture, vous n'avez pas de gaz radioactifs qui sont expulsés à l'extérieur. Deuxième raison, donc dans la version d'Alvin Weinberg, les sels fondus, donc soit ce sont des éléments qui sont neutres, ne réagissent ni avec l'air ni avec l'eau, contrairement au sodium. Troisième élément a trait à un défaut important de la centrale de Tchernobyl, c'est lorsque la température du cœur de Tchernobyl monte, au-delà d'un certain niveau, la quantité de réactions nucléaires augmente. On crée ainsi un cercle vicieux qui a mené à l'explosion que l'on connaît. Or, ces systèmes thorium font précisément l'inverse. Plus la température monte, eh bien, moins on a de réactions. Ces systèmes sont auto-stabilisés. Et puis, à partir du moment où tout s'arrête, plus d'électricité, plus rien, eh bien, ces systèmes n'ont pas besoin de pompes pour être refroidis. Ils sont refroidis naturellement par convection. Il existe encore un autre système créé par Carlo Rubbia du CERN, ancien directeur général et prix Nobel de physique, qui est celui-ci. Il est en deux parties. Il y a un accélérateur de particules et il y a un réacteur. Et le réacteur ne peut pas fonctionner sans l'accélérateur de particules. Donc vous imaginez bien que la première ligne de défense est simple. Il suffit de couper le faisceau par 36 moyens possibles. Et dans le cas, par exemple, d'un tremblement de terre, eh bien, il suffit que le faisceau soit décalé de 1 ou 2 mm et le réacteur s'arrête en une fraction de seconde. Troisième point important, c'est le recyclage des déchets. On peut prendre les déchets actuels longue vie, les intégrer au cœur de ce type de réacteur, en particulier celui de Rubbia, et on casse complètement la fraction longue vie problématique des déchets pour qu'ils atteignent en fait le même profil de déchets que ceux issus du thorium. Donc, vous me direz, puisque c'est si beau, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? La première raison est quand même relativement simple, c'est que dans les années 70, eh bien, on a eu la guerre froide, et puis ces centrales au thorium ne remplissaient simplement pas les conditions que les militaires imposaient. En d'autres termes, ces centrales au thorium ne fabriquent pas le plutonium nécessaire aux bombes. À l'époque, un défaut, aujourd'hui, une qualité. Maintenant, sur le plan de la recherche, vous voyez ici un certain nombre de pays qui sont actifs
dans la recherche, même si on n'en parle pas beaucoup en Europe. Je peux vous dire qu'en France, il existe un programme conjointement avec d'autres pays européens. La Chine a un programme qui est alors très fort. Ils ont investi 1 milliard de dollars là-dedans et engagé beaucoup de physiciens de haut niveau pour ça. Ils espèrent avoir 3 prototypes en 7 ans. Donc, dans les durées, quand on parle d'énergie, 7 ans, c'est demain, bien sûr. Il y a la Russie qui avait un programme qui permettait de diminuer les stocks de plutonium, c'est-à-dire les incinérer, tout en produisant, bien entendu, de l'énergie. Et on a pas mal d'initiatives privées aux États-Unis et puis également en Afrique du Sud qui se sont matérialisées. Et la Norvège également a un petit programme qui est cofinancé par le gouvernement. La Suisse a contribué par le passé, pas mal, et puis maintenant, eh bien, une conférence internationale va avoir lieu en octobre sur l'état de la technique. Voilà, donc c'est un changement de paradigme, c'est vraiment une modification de l'approche du nucléaire. Et il y a une chose quand même qui est importante de préciser, c'est que le nucléaire, ce type de nucléaire ne peut pas être mis en opposition avec les énergies dites renouvelables ou intermittentes, puisque ce nucléaire a la flexibilité, a la rapidité d'adaptation qui est inégalée parmi les centrales dites à ruban, donc à génération d'énergie continue, qui lui permet de travailler en parfait tandem avec des sources d'énergie telles que les éoliennes et puis les cellules solaires. Je vous remercie.